Bonjour, je suis Séverine Fingal, auditrice Calliope, fondatrice de la première solution de portage qualité et d'incubateur qualité. Je vous souhaite la bienvenue. Indicateur 17, un indicateur commun à notre référentiel national qualité, ça veut dire qu'il vous concerne toutes et tous. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? L'indicateur 17, eh bien, le prestataire met à disposition ou s'assure de la mise à disposition des moyens humains, techniques adaptés et d'un environnement approprié. Vous avez noté ici, c'est met à disposition ou s'assure de la mise à disposition. On est bien d'accord, parfois c'est de votre responsabilité, donc c'est vous qui allez mettre à disposition. Et puis dans le cadre de votre action, peut-être que vous intervenez en entreprise. Alors vous vous souvenez, Paul Paul, en fait, on fait la formation dans son entreprise, chez son employeur. Donc on verra ensemble peut-être que la partie environnement, locaux, et bien là, pour le coup, vous intervenez dans les locaux de l'entreprise de Paul. Donc effectivement, voilà, vous n'êtes pas responsable de la couleur des murs, mais par contre, votre responsabilité, vous l'avez compris, c'est de s'assurer que cette mise à disposition, eh bien, elle est adéquate. Donc j'avouerai que la couleur des murs, c'est pas trop grave. Par contre, si effectivement l'entreprise vous met dans une salle trop petite, ça il faut l'anticiper. Donc peut-être que vous, par rapport à votre action en particulier, et vu le nombre de bénéficiaires inscrits, peut-être que vous avez besoin d'une salle d'au moins 20 mètres carrés par exemple. Voilà, ou peut-être que finalement c'est une formation en binôme ou en face à face et finalement être dans un bureau c'est parfait. Voilà, peut-être que vous avez besoin d'un écran ou voilà, c'est de matériel spécifique, des choses que vous ne pouvez pas peut-être transporter. Donc pour le coup, vous allez vous assurer auprès effectivement de l'entreprise que tout le matériel et l'environnement est bien mis à disposition et est adéquat. Soit vous vous assurez de cette mise à disposition, parce que c'est vous qui gérez, soit effectivement, ça va être à vous de contrôler que, en tout cas, votre lieu d'accueil gère bien ces points-là. Le niveau attendu, démontrer que les locaux, les équipements, les moyens humains sont en adéquation avec les objectifs de la prestation. Voilà. Donc c'est très clair. Sur cet indicateur 17, vous allez être audité, évalué donc sur 3 points. Les moyens humains, donc clairement, on parle là des moyens humains par rapport à la prestation. Donc certainement, on va évaluer le professionnel qui va assurer l'action. Vous avez donc la partie technique, équipement. Peut-être qu'effectivement, dans le cadre de vos prérequis, il faut être équipé d'un PC. Voilà, démontrez-nous effectivement que tout le monde était bien équipé d'un PC. Peut-être que vous avez apporté le vôtre. Enfin, à vous de nous apporter l'élément de preuve. Et troisième point, l'environnement. Donc voilà, dans quelles conditions est-ce que vous avez accueilli vos bénéficiaires. En termes de non-conformité, alors dans l'échantillon audité, une non-conformité mineure est caractérisée par un défaut dans les moyens ponctuels et non répétitifs. Donc vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. Donc de facto, ça peut être une non-conformité majeure. Néanmoins, si on se rend compte qu'effectivement vous assurez la mise à disposition, mais encore une fois, c'est fait ponctuellement, pas sur toutes les actions échantillonnées, et bien dans ce cas-là, ça devient une mineure. Voilà, et vous savez maintenant comment lever une mineure ou éventuellement traiter une majeure. Point de précision sur cet indicateur 17, il est bien précisé ici, donc on parle donc de mise à disposition de locaux, d'équipements, de moyens humains en adéquation avec les objectifs de la prestation. Je fais juste un focus pour vous rappeler encore une fois, au cas où vous ne l'auriez pas noté, que dans cette nouvelle version 9 du référentiel national qualité, encore une fois, il y a une cohérence. C'est-à-dire que sur ces éléments-là, sur les moyens mis à disposition, on va s'assurer, bien entendu, que ces moyens soient pertinents avec l'objet et l'objectif, les objectifs de l'action que nous auditons et que nous avons échantillonné lors de votre audit. Donc,
Prenons un exemple vraiment grossier, mais pour que vous puissiez bien comprendre, effectivement, vous proposez, pourquoi pas, une formation par apprentissage pour préparer un CAP en pâtisserie, admettons, et vous ne mettez à disposition que des locaux de boucherie, ou vous voyez, et vous mettez un formateur avec une expertise, voilà, pourquoi pas de vidéaste, et peut-être qu'il est passionné effectivement par la pâtisserie et les éclairs au chocolat, mais pour le coup, vous voyez, ça va manquer de pertinence. Donc là, bien entendu, vous l'avez compris, vous serez certainement sur une non-conformité majeure parce qu'il n'y a pas, en fait, d'adéquation avec les objectifs de votre formation. Indicateur 17, vous êtes sous-traitant. Eh bien, écoutez, cet indicateur vous est applicable. Hein. Il n'y a pas de mention spécifique sur cette dernière version, sur cette dernière V9. Hein. Donc, effectivement, à vous de nous apporter la preuve à travers votre démonstration, à travers des éléments de preuve tangible, qu'effectivement, les moyens humains sont adaptés, ainsi que l'équipement, le matériel, la technologie que vous avez utilisée et bien entendu également votre environnement. Indicateur 18, un indicateur commun dans notre référentiel national qualité, donc il vous concerne toutes et tous. Le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et ou externe. Et là, on pense notamment, mais c'est noté, à la pédagogie, au pôle administratif, à la logistique, au commercial. Donc là, tout le monde est concerné sur cet indicateur 18. On n'est pas focus uniquement sur ceux qui interviennent sur l'action, mais sur la prestation, mais bien sur l'ensemble de votre organisation. Le niveau attendu, le prestataire identifie, selon les fonctions nécessaires aux prestations, les intervenants dont il assure la coordination. Ok, donc là encore une fois, dans le référentiel, c'est quand même bien noté, ça me semble relativement clair. Peut-être que effectivement sur cette nouvelle version, cette version 9, le point, on va dire, la modification et peut-être l'impact que cette nouvelle version peut avoir par rapport à la V7 sur cet indicateur 18, c'est que on a ce terme d'identification. Okay, donc vous êtes en mesure de nous faire cette démonstration-là, vous avez bien identifié effectivement que pour telle ou telle prestation, en tout cas pour telle et telle fonction, il est nécessaire d'avoir tel ou tel intervenant, interne ou externe. Donc vous voyez, vous êtes en mesure de nous expliquer comment ça fonctionne en fait au sein de votre organisation pour vous permettre justement de manager la partie pédagogie, la partie administrative, logistique, etc. Sur cette version 9, nous avons également un nota bene, un prestataire indépendant peut assurer seul toutes les différentes fonctions. Alors c'est évident, c'est logique, dans le cadre de la V7, bien entendu, vous pouviez déjà nous faire cette démonstration-là. Dans ce cas-là, sur cet indicateur 18, vous avez toutes les casquettes. Et d'ailleurs, en parlant de casquettes, n'oubliez pas les principales casquettes. Lors d'un audit, nous, on audite le référent qualité. Donc là, vous allez certainement nous apporter un élément de preuve sur cet indicateur 18, comme quoi c'est vous le référent qualité. Et puis rappelez-vous, on a cette notion de handicap, d'accompagnement, de référent handicap. Voilà, si je vous parle de référent handicap, j'imagine que, notamment si vous êtes tout seul, c'est peut-être vous aussi qui avez la casquette de référent handicap. Si vous avez une personne en situation de handicap, c'est vous qu'elle va contacter. Donc, n'oubliez pas cette casquette-là. Et puis, bien entendu, on est dans le cadre notamment d'actions de formation. Du coup, c'est vous qui êtes le référent pédagogique, j'imagine. Maintenant, si vous êtes praticien ou praticienne en bilan de compétences, eh bien, c'est vous qui êtes le professionnel de cette pratique-là. Donc, n'oubliez pas de l'identifier dans les éléments de preuve pour cet indicateur 18. D'ailleurs, en termes d'exemple, le référentiel, encore une fois, est très bien fait. On parle d'organigramme fonctionnel. On fait également référence à des fiches de poste. Vous avez différents éléments de preuve pour nous démontrer comment ça fonctionne au sein de votre organisation. Le point vraiment sur lequel j'aimerais faire un focus sur cet indicateur 18 et sur la nouvelle version de ce référentiel. Donc je parlais tout à l'heure du prestataire qui est en mesure de nous démontrer l'identification des différentes fonctions. Donc ça, vous êtes capable de nous dire que dans votre entreprise, il y a telle et telle fonction qui me permet d'assurer le bon fonctionnement de mon organisme. Et vous devez être également en mesure de nous démontrer la coordination avec les différents intervenants. Et c'est bien précisé, intervenants internes et ou externes.
Donc si vous travaillez avec des intervenants externes, donc qui ne sont pas salariés de votre organisation, très bien, mais par contre il faut nous expliquer comment vous travaillez avec eux. Et cette démonstration, elle peut se faire peut-être voilà, en nous démontrant quels outils vous utilisez. Alors par exemple, vous pouvez peut-être utiliser une plateforme comme Monday, hein, par exemple, avec une liste de tâches qui sont assignées à tel et tel individu en interne ou en externe. Ça peut être, peut-être que chez vous, vous fonctionnez par échange de mails, tout simplement. Hein, vous échangez sur les tâches hebdomadaires, mensuelles de chacun à travers des envois de mails. Ça peut être, voilà, certains organismes organisent des réunions hebdomadaires avec leurs équipes, hein, donc c'est comme ça qu'ils se coordonnent. Donc pourquoi pas, vous pouvez présenter peut-être votre agenda avec les rendez-vous avec les différentes équipes, voilà, pour pouvoir vous coordonner. Donc j'insiste sur ce point-là, sur l'indicateur 18, hein, il y a effectivement cette notion d'identification, donc j'identifie, et en tout cas je suis en mesure de démontrer que j'ai bien identifié les différentes fonctions dans mon organisation, donc on n'oublie quand même pas les principales, et effectivement de quelle manière ça fonctionne en interne chez moi. Vous êtes sous-traitant, eh bien écoutez, il n'y a pas de mention spécifique sur cet indicateur 18, donc il vous est applicable en l'état. Donc voilà, à vous de nous démontrer comment est-ce que vous identifiez les différentes fonctions dans votre organisme et effectivement comment ça fonctionne chez vous. Alors on imagine, hein, encore une fois, vous êtes sous-traitant, peut-être vous travaillez en solo, peut-être que je dirais la limite de cette démonstration se fera entre vous et le donneur d'ordre, hein, parce que pour le coup le donneur d'ordre fera partie peut-être des personnes intervenant en externe dans votre organisation, parce qu'ils vous apportent des affaires, mais peut-être que vous travaillez, vous collaborez différemment. Voilà, à vous de nous apporter les différents éléments de preuve en fonction de votre organisation. Encore une fois, certains d'entre vous, vous pouvez être sous-traitant et avoir une équipe en interne et externe, hein, donc voilà, puis d'autres, vous êtes sous-traitant et formateur, entrepreneur, comme on dit, donc vraiment complètement solo. Donc dans ce cas-là, vous nous faites la démonstration que vous travaillez tout seul et que pour le coup, vous avez toutes les casquettes. Indicateur 19, indicateur commun dans notre référentiel national qualité. Donc ça veut dire qu'il vous concerne tous. Alors le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier. Tous les mots utilisés ici dans le référentiel sont importants, mais j'insiste, le prestataire met à disposition du bénéficiaire. Hein, alors ceux qui m'ont suivi sur les indicateurs précédents, on parle du bénéficiaire. Paul, hein, voilà. Donc si vous m'apportez des éléments de preuve de transmission de ces ressources pédagogiques, peut-être à son manager, à l'entreprise voilà, votre donneur d'ordre, hein, votre commanditaire, pardonnez-moi. Donc voilà, si vous m'apportez les preuves donc, de transmission de ces éléments au manager ou au commanditaire, c'est bien. Mais ça ne répond pas exactement à l'exigence ici de notre référentiel. Hein. L'indicateur 19, on parle ici de mise à disposition auprès du bénéficiaire. Donc à un moment donné, il faut m'apporter la preuve, en tout cas en tant qu'auditrice, il faudra apporter la preuve lors de votre audit qu'effectivement Paul a bien eu ces éléments-là. Alors encore une fois, pour des questions d'RGPD, de discrétion ou autre, parce que ce n'est pas dans la manière de fonctionner de votre commanditaire, vous n'avez pas peut-être le mail direct de Paul, mais rien ne vous impose de transmettre ces éléments-là par mail. Nous, il nous faut juste des éléments de preuve de transmission. Alors c'est vrai que si vous envoyez vos supports par mail, c'est très simple, voilà, c'est un élément de preuve. Maintenant, peut-être que vous transmettez des supports pédagogiques sous format papier, hein. Je dis encore de nombreux organismes de formation qui ont des ressources documentaires et qui ont des ressources pédagogiques papier. Pour diverses raisons, notamment sur des formations réglementaires, je pense aux formations SST où vous avez des livrets spécifiques et ils sont en format papier. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres formats. Et puis d'ailleurs, concrètement, c'est ce qui est le plus efficace. J'audite également régulièrement des organismes de formation sur des actions HACCP. Donc voilà, hygiène, sécurité alimentaire, etc. Et là, c'est pareil. Vous savez que ce qui fonctionne avec vos bénéficiaires, c'est de leur laisser des supports
papier. Donc vos ressources, elles sont imprimées, elles sont sous format papier. Donc s'il vous plaît, ne me faites pas des photos de la remise des documents à vos bénéficiaires. Voilà, malheureusement, ce ne sera pas un élément de preuve probant parce que je ne serai pas en capacité de vérifier si vous transmettez bien les supports que vous me présentez et si vous les transmettez bien à la bonne personne, celle qu'on aura échantillonnée lors de votre audit. Ok ? Donc peut-être qu'en élément de preuve, en même temps, quand vous faites signer les fiches de présence, peut-être que vous avez une mention à cocher reçu ce jour les ressources pédagogiques ou tel livret SST ou voilà, à vous de voir comment récupérer cet élément de preuve. Mais j'insiste sur ce point-là, ces ressources pédagogiques, elles peuvent être transmises par mail, elles peuvent être mises à disposition sur un extranet dont le bénéficiaire a accès. Donc là, vous allez nous démontrer que le bénéficiaire a bien accès à cet extranet. Mais ça peut être des documents remis sous format papier et c'est parfaitement conforme à partir du moment où vous nous apportez la preuve que Paul a bien reçu ces fameuses ressources pédagogiques. Et pour revenir aux commanditaires, alors si vos ressources pédagogiques sont digitalisées, eh bien écoutez, et si vous les transmettez au manager de Paul, alors c'est conforme si vous pouvez m'apporter la preuve que c'est le manager qui prend la responsabilité de transmettre ces supports-là à ses employés et à Paul en l'occurrence. Voilà, nous si on a les éléments de preuve, encore une fois en tant qu'auditeur, auditrice, on fait preuve d'intelligence situationnelle, donc on comprend votre fonctionnement, on comprend également les exigences de votre commanditaire, voilà, vous nous expliquez et vous nous faites comprendre les choses, c'est tout à fait ok pour nous, mais encore une fois, on ne pourra pas uniquement noter dans notre rapport des éléments déclaratifs, il nous faudra bien des éléments de preuve qui étayent votre démonstration. Le niveau attendu, je le rappelle, indicateur 19, démontrer que les ressources pédagogiques sont cohérentes avec les objectifs des prestations, donc sont disponibles et que des dispositions sont mises en place afin de permettre aux bénéficiaires de se les approprier. Pour ceux qui connaissent la V7, eh bien, vous avez quand même noté qu'il y avait du changement. Donc moi, c'est ce que j'appelle les modifications à impact dans ce référentiel. Sur cet indicateur 19, il est bien précisé ici que vous devez nous apporter la preuve que ces ressources pédagogiques, comme dans la V7, ont bien été transmises aux bénéficiaires. Mais en même temps, nous, on doit évaluer lors de votre audit que ces ressources pédagogiques sont cohérentes avec les objectifs visés de votre formation. Donc vous allez nous présenter ces ressources et effectivement vous allez nous démontrer qu'effectivement ces ressources correspondent bien aux objectifs visés. Alors comment faire cette démonstration? Parce que très clairement, on a le temps d'un audit, on n'a pas le temps d'une formation, donc vous n'allez pas nous former sur cette action, vous n'allez pas nous apporter tous les éléments que vous avez pu transmettre en 1, 2, 3 ou même 6 mois à vos bénéficiaires à l'occasion de votre action. Dans la pratique, moi en tant qu'auditrice, eh bien, je vais reprendre un objectif visé, vous savez, les fameux objectifs que vous m'avez présentés dans l'indicateur 1, dans l'indicateur 5 en l'occurrence, on l'aura évoqué également dans l'indicateur 6, donc je vais en prendre un comme ça au hasard et vous allez me présenter donc dans le cadre de vos ressources pédagogiques, le ou les chapitres qui correspondent en fait à l'atteinte de cet objectif. Ok ? C'est très clair. Donc finalement, ça va me permettre de mieux comprendre voilà, quel type de ressources, quelle matière est-ce que vous avez utilisé pour atteindre cet objectif-là de votre programme. Voilà. Et effectivement, nous, en tant qu'auditeurs, auditrices, on va vérifier la cohérence, la pertinence. On va s'assurer, si vous êtes sur une action de formation, admettons, sur Excel, et que vos supports pédagogiques ne traitent que de la bureautique Word, à un moment donné, ça va être compliqué. Donc, ce sera une non-conformité majeure. D'ailleurs, concernant les non-conformités potentielles, alors dans l'échantillon audité, une non-conformité mineure est caractérisée par un défaut ponctuel et non répétitif dans les ressources et les moyens mis à disposition. Donc, ça veut dire que cet indicateur 19 peut faire l'objet d'une non-conformité mineure. Mais attention,
Encore une fois, vous connaissez maintenant le fonctionnement des non-conformités mineures. C'est uniquement si on se rend compte que, eh bien, pourquoi pas, les ressources pédagogiques ont bien été transmises, elles sont bien cohérentes et elles sont bien transmises à Paul. Mais par contre, on a échantillonné peut-être sa collègue Isabelle et en fait, Isabelle, bizarrement, elle n'a pas reçu le support pédagogique en question. Peut-être vous ne l'avez pas envoyé pour Isabelle pour X raisons, ou en tout cas, vous n'avez pas l'élément de preuve. Et bien donc là, on va considérer que c'est mis en œuvre, c'était mis à disposition, mais que partiellement, il y a un défaut juste ponctuel, c'est-à-dire que dans vos pratiques, vous le faites bien pour tous vos bénéficiaires, mais là, exceptionnellement, pour X raisons, il y a eu peut-être un bug avec Isabelle, et dans ce cas-là, c'est une non-conformité mineure. Indicateur 19, un point important, vous êtes nouvel entrant, effectivement vous allez devoir nous démontrer que les ressources pédagogiques sont prévues, mais effectivement la mise en œuvre elle sera auditée au moment de l'audit de surveillance. Concernant les formations à distance, je fais un focus sur ce point-là, c'est la nouveauté, ça fait partie de ce que j'appelle les modifications à impact au niveau de cette nouvelle version du référentiel national qualité. Si vous dispensez des formations à distance, écoutez bien. La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie, j'insiste, c'est-à-dire que ça peut être un format totalement distanciel, comme peut-être juste des rendez-vous ponctuels en synchrone ou en asynchrone, en visio, peu importe. Pour le coup, vous êtes concerné. Une action qui est mise en œuvre tout en partie à distance comprend une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours. Et c'est bien noté, on fait référence ici à l'article D 6313-3-1 du Code du travail. Donc c'est une obligation. Vous n'avez pas le choix et j'insiste sur le fait que même si votre parcours de formation n'inclut que 1 ou 2 ou 3 rendez-vous, même si ça dure que 30 minutes, une fois, peu importe, s'il y a une partie qui se fait à distance, effectivement, il faut avoir mis en œuvre une assistance technique et pédagogique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Une assistance technique, c'est peut-être un mode d'emploi pour effectivement aider votre bénéficiaire à bien se connecter, parce que tout le monde n'est pas à l'aise non plus avec les outils informatiques. Peut-être que pour se connecter sur Teams ou peu importe votre outil de visio, il y a peut-être quelques manipulations à effectuer auparavant, donc il faut transmettre, en tout cas, ça fait partie des obligations semble-t-il attendu ici sur cet indicateur 19, il vous faudra transmettre ces informations-là. On attend que vous soyez peut-être en mesure d'assister au niveau technique tout au long du parcours de votre bénéficiaire. Donc peut-être que vous allez lui mettre à disposition un numéro spécifique. Peut-être que dans votre organisation, vous allez avoir un référent qui va s'occuper effectivement de l'assistance technique des bénéficiaires. Donc c'est cette personne-là qu'on va contacter s'il y a une difficulté technique. Et puis au niveau assistance pédagogique, alors là, dans cette mention des obligations spécifiques, on parle de formation à distance, mais il n'est pas préciser synchrone ou asynchrone. Alors, petit point de vocabulaire, une formation synchrone, c'est donc face à face, vous avez beau être en visio, en tout cas la formation se fait en direct, et par contre une formation en asynchrone, votre bénéficiaire est en distanciel, et effectivement le parcours de formation est peut-être préenregistré, donc vous n'êtes pas en direct avec votre bénéficiaire. Donc là, sur l'obligation spécifique, il n'est pas mentionné si on parle de formation à distance en synchrone, en direct, ou en asynchrone, en indirect. Quand on parle ici d'assistance pédagogique, en toute transparence, ce point-là, c'est effectivement pour tous ces parcours de formation, notamment qui sont en 100% en e-learning, avec 100% d'asynchrone, vous avez compris qu'effectivement, il faut vous assurer de cet élément de preuve, comme quoi il y a bien des moyens humains derrière ce parcours de formation qui assure effectivement l'assistance pédagogique. À un moment donné, je suis bloquée dans mon parcours en e-learning, j'arrive pas à débloquer peut-être un exercice, pourtant je transmets bien les documents, pourtant je réponds aux questions, mais parfois il y a des bugs, on est bloqué. Il faut impérativement que votre bénéficiaire puisse contacter peut-être un référent pédagogique ou en tout cas l'assistant pédagogique pour pouvoir lui permettre d'avancer dans son parcours.
Pour les personnes en situation de handicap, alors encore une fois, je le rappelle, ce point-là ne concerne que les organismes qui effectivement ont reçu, accueilli une personne en situation de handicap. Sur cet indicateur 19, vous devez donc apporter par exemple les modalités. Alors je précise par exemple, parce que c'est dans la rubrique exemple du référentiel national qualité. Donc dans la rubrique exemple, il est précisé donc modalité d'accès ou support spécifique et capitalisation des aménagements mis en œuvre. Donc effectivement, vous avez une personne en situation de handicap, peut-être que les supports que vous allez lui transmettre seront un petit peu différents voilà, des autres bénéficiaires. Et puis vous avez compris, je vais reprendre l'exemple de Paul, qui est effectivement daltonien depuis le début de ses décryptages. Et bien peut-être que ces supports à lui, vous les avez conçus en fonction effectivement de son handicap pour qu'il puisse voilà, avoir tout le contenu et l'impact graphique et visuel que vous pourriez mettre dans votre contenu. Donc voilà, si vous avez effectivement adapté vos supports, c'est l'occasion ici effectivement de le mettre en avant au moment de votre audit. Donc voilà, on parle de support et effectivement de capitalisation des aménagements mis en œuvre parce qu'effectivement dans le cadre d'une personne en situation de handicap, encore une fois, peut-être que les supports pédagogiques que vous utilisez habituellement, peut-être qu'ils vont prendre une toute autre forme. Parce qu'encore une fois, le handicap, ce n'est pas que l'handicap moteur, ça peut être de l'autisme, ça peut être d'autres niveaux effectivement de difficulté, ça peut être une déficience visuelle, donc bien évidemment, ne transmettez pas un support de cours classique, basique qui ne serait pas approprié à votre bénéficiaire. Voilà, je pense effectivement à vos bénéficiaires qui pourraient avoir des problèmes de vue notamment. C'est vrai que ça n'a aucun intérêt de transmettre un PDF, peut-être un support qui ne serait pas adapté.